Il y a fort à parier que vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge ou de la Belle au bois dormant. Mais connaissez-vous les contes chinois? Savez-vous par exemple qu'ils présentent d'intéressantes similitudes avec les contes européens? Miao Hua, doctorante de la faculté des lettres, a comparé plusieurs centaines de textes dans le cadre de sa thèse. Aujourd'hui, elle est avec nous pour expliquer sa démarche. Mais avant d'aller plus loin, plongeons dans l'univers fantastique d'un conte chinois qui vous semblera sûrement familier. C'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Ye Shan. Tourmentée par sa belle-mère après la mort de son père, la jeune fille trouve un jour un poisson extraordinaire. Mais sa marâtre le tue. Une apparition surnaturelle recommande alors à Ye Shan de cacher le squelette du poisson pour que ses vœux soient exaucés. La jeune fille suit ce conseil et la magie du poisson lui permet de se parer des plus beaux vêtements et de se rendre à une grande fête. Mais voyant que sa belle-mère est aussi à la fête, elle s'enfuit en laissant derrière elle un de ses souliers d'or. Le roi fait alors rechercher la femme dont les pieds seront assez petits pour chausser le soulier et retrouve Ye Shan qu'il prend pour épouse. Grâce au squelette du poisson, il devient riche, mais un jour, la magie du poisson s'arrête et sa richesse finit par disparaître. Miao Hua, vous étudiez les contes chinois et français dans le cadre de votre thèse en littérature comparée à l'Université de Lausanne, sous la direction du professeur Alain Corbellary. On retrouve dans l'histoire de Ye Shan de nombreux éléments semblables à l'histoire de Cendrillon. Alors il y a la jeune fille maltraitée par sa marâtre, l'utilisation de la magie pour réaliser ses vœux, il y a le bal, le soulier oublié, le côté éphémère de la magie. Comment se fait-il qu'un conte traditionnel chinois puisse ressembler à ce point à l'histoire de Cendrillon que nous connaissons? Premièrement, il faut noter que cette histoire chinoise, elle est datée du 9e siècle. Donc c'est beaucoup plus tôt que le conte de Perrault. Et puis j'ai réfléchi beaucoup pourquoi ce conte chinois, il peut exister plus tôt que ce conte français. Et puis il se ressemble tellement. Peut-être, à mon avis, le conte chinois est inspiré d'un conte A. Et puis le conte français de Perrault est inspiré d'un conte B. Et puis ce conte A et ce conte B, peut-être, ils sont d'origine de la même source. Voilà pourquoi ces contes, ils voyagent dans le monde entier. Et puis on peut trouver des ressemblances et des différences. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson dans la version chinoise? Un poisson qui, lorsqu'il est enterré par Ye Shan, lui permet de réaliser ses vœux. Premièrement, je crois que géographiquement, parce que cette histoire a lieu au sud de la Chine, et puis là, il y a beaucoup de rivières et la mer, et puis le roi, il vient aussi d'un pays maritime voisin. Donc, premièrement, je crois que c'est à cause de la situation géographique. Voilà pourquoi c'est le poisson. Et puis, je crois que le poisson ici, il remplace la fée marraine. Parce qu'en Chine, on n'a pas de fonction ou bien de position comme la marraine. Parce que les religions sont différentes. Mais on a besoin d'un instrument magique. Donc voilà pourquoi il y a le poisson. Miao Hua, on se réjouit de découvrir avec vous la tradition des contes chinois que l'on connaît peu en Occident. Et pour cela, parlons de votre thèse. Vous effectuez une comparaison entre des contes chinois et français, mais vous mettez aussi en perspective ces contes avec des histoires plus anciennes issues de leurs langues et cultures respectives. En général, c'est une comparaison entre les contes français et les contes chinois, mais plus précisément, il s'agit en fait de 5 corpus. Du côté français, ce sont les Laits de Marie de France, les contes de Perrault, et puis du côté chinois, ce sont les Zhiguai Xiaoshuo de Duan Chengshi, de Pu Songlin, et puis les Tonghua de Ye Xian. Les Laits de Marie de France ont été écrits au Moyen Âge, alors que les contes de Perrault ont été rédigés presque 500 ans plus tard. Quel est l'intérêt de les comparer? J'aimerais ainsi trouver une liaison entre les Laits de Marie de France et les contes de Perrault. Par exemple, dans Bodane, il s'agit d'un amour inceste du père envers la fille. Et puis dans les deux amants de Marie de France, il s'agit aussi de cet amour inceste du père envers la fille.
Donc j'ai trouvé des ressemblances entre les Lettres Marie de France et puis les contes de Perrault. Et puis il en est de même pour mon corpus chinois. Je peux trouver des ressemblances entre ces deux genres littéraires différents, zhiguai xiaoshuo et tonghua. Vous avez dit Tonghua. Le terme chinois tonghua est né au début du XXe siècle. En fait, il est composé de deux mots chinois. L'un c'est tong, tong signifie l'enfant, et puis hua signifie la parole ou le discours pour enfants. Donc on peut traduire comme les contes pour enfants. Au début du XXe siècle, il y avait un grand mouvement de la nouvelle culture en Chine. À cette époque-là, on a introduit beaucoup de contes occidentaux traduits en chinois, parmi lesquels il y avait les contes de Perrault et puis aussi des frères Grimm. Donc quand j'étais petite, je lisais beaucoup aussi ces contes-là. Donc en fait, en résumé, en Chine actuellement, il y a une tradition du conte qui est héritée du 9e siècle et Oui. au-delà, Mhm. et à la fois des contes occidentaux importés. Oui, c'est ça. C'était quoi votre conte préféré quand vous étiez enfant? Je préfère Dao Cao Ren. C'est un conte de Ye Shentao. Vous pouvez nous dire en 2 mots de quoi ça parle? En fait, c'est un peu réaliste et puis c'est un peu cruel. Il nous raconte un épouvantail dans les champs parce que c'est un épouvantail, donc il ne peut pas bouger. Il reste immobile toujours dans les champs, donc il nous raconte tout ce qu'il voit dans les champs ou bien près des champs. Et puis c'est bien triste, il y a une femme, il se suicide dans la rivière près des champs parce que son mari veut la vendre pour avoir de l'argent. Et puis quand j'ai lu ce conte, je crois que j'avais 13 ans et puis j'étais tellement triste. J'ai pleuré beaucoup. L'auteur du conte que vous venez de citer, l'auteur qui s'appelle Ye Shengtao, c'est justement l'un des 3 auteurs que vous étudiez. Qui était cette personne? Ye Shentao, au début du XXe siècle, il était enseignant à l'école et puis il a pensé beaucoup à écrire des choses pour les enfants, pour les jeunes, par le biais de ses contes. Il aimerait aider les jeunes de bien voir quelle est la réalité maintenant en Chine. Parce qu'à ce moment-là, la Chine a besoin d'être reconstruite, d'être rénovée. Comment est-ce qu'à travers un conte, on peut montrer ce qu'est la réalité en Chine? C'est comme ce que je vous ai dit, l'exemple de l'épouvantail, Dao Cao Ren. Il a écrit qu'une femme se jette dans l'eau pour se suicider parce que son mari veut la vendre. Ça, c'est la réalité sociale. Parce qu'à cette époque-là, il existe beaucoup de femmes pauvres et puis leurs maris veulent les vendre pour gagner de l'argent. Lorsque vous avez expliqué votre démarche, vous avez aussi utilisé le terme Zhiguai Saisho, désolé pour la prononciation, qui peut se traduire par les histoires du miraculeux, histoire de l'étrange ou encore registre des anomalies. Il s'agit, si j'ai bien compris, d'un genre littéraire chinois très ancien qui traite du surnaturel, un genre bien antérieur aux contes populaires du type Tonghua. Et c'est justement dans ce genre littéraire qu'a été écrite, au IXe siècle, l'histoire de Ye Shan dont nous avons parlé. Ah oui, en fait, à ce moment-là, ce genre littéraire est sous-estimé parce que vous connaissez le confucianisme. Peut-être expliquer en 2 mots ce que c'est? Je crois que je ne peux pas en 2 mots expliquer comme ça parce que c'est vraiment compliqué. Mais tout simplement, les confucianistes, ils préconisent toujours les choses réelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans l'écriture chinoise, on ne peut pas écrire des personnages surnaturels parce que c'est contre leur règlement de l'écriture. Miao Hua, grâce à vous, on en sait un peu plus sur l'histoire des contes en Chine. Finalement, qu'est-ce qui, selon vous, diffère entre un conte chinois et un conte issu de la culture occidentale? Est-ce qu'on raconte les histoires de la même façon? En fait, je trouve que la tradition est différente. Du côté occidental, c'est plutôt la tradition platonicienne en présentant l'art
comme une imitation, c'est-à-dire que l'art nous éloigne du vrai. Par exemple, les contes de Perrault commencent toujours avec une formule « il était une fois ». Et puis, en général, quand on lit « il était une fois », on sait que c'est un conte, et puis c'est fictif. Et puis maintenant, on peut entrer dans l'autre monde avec cette formule. Mais en revanche, la littérature chinoise est née depuis l'historiographie. C'est-à-dire que même les romans qu'on appelle en chinois xiaoshuo respectent toujours les règles de l'écriture historique. Ça veut dire la vérité et la réalité sont les premiers principes de toute écriture. Et qu'est-ce que ça donne concrètement quand on lit un conte chinois? Au début de chaque conte, l'auteur il a mis une époque précise. C'est pas comme il était une fois. On trouve dans cette époque précise des personnages surnaturels, des objets magiques et puis de toutes sortes de choses imaginaires. Je trouve que c'est intéressant, c'est que même si il y a une époque précise, en fait c'est une intemporalité derrière cette époque précise. Je crois que c'est la différence entre le conte français et le conte chinois. Vous êtes attaqué à un corpus extrêmement large, hein, c'est plusieurs centaines de textes. Oui, mais je trouve que c'est aussi l'une des différences entre le corpus français et le corpus chinois. Par exemple, les laits de Marquis de France, ça compte 12 laits. Et puis les contes de Perrault, j'ai aussi ajouté les contes en vers et puis la nouvelle Chrysélidis, ça compte 11 au total. Mais du côté chinois, pour le recueil de Duan Chenshi, ça compte 300. Pour le recueil de Pu Songling, 400. Et puis pour le recueil de Ye Shentao, 20. Comment est-ce que vous avez procédé avec tous ces textes? Vous les avez tous lus, ensuite vous avez choisi des éléments à comparer? Comment vous avez fait? En fait, ces textes chinois, je les ai lus quand j'étais à l'université ou quand j'étais au lycée, etc. Donc ce n'est pas un grand problème pour moi, même si il y a énormément de textes. Mais quand je fais la comparaison, il faut quand même choisir quelques exemples. Je ne peux pas tout analyser, c'est impossible. Donc je dois trouver des points clés. Par exemple, maintenant je travaille sur les thèmes. Je crois que le premier thème le plus important, c'est le thème d'amour. Donc je dois trouver, par exemple, dans les lettres Marie-France, il s'agit de l'amour courtois. Mais dans les textes chinois, peut-être je peux trouver un autre type d'amour. Voilà pourquoi je fais la comparaison. Je peux voir quelles sont les différences entre l'amour français et puis l'amour chinois. Et par exemple, là-dessus, est-ce que vous avez trouvé des différences ou des ressemblances? Je n'ai pas encore tout fini, donc je ne peux pas vous donner une conclusion, je suis désolée. Ok, pas de problème. Par contre, j'ai vu que vous aviez travaillé sur les personnages féminins. Est-ce que là, vous avez trouvé des ressemblances ou des différences entre les personnages féminins des contes en français ou des contes chinois? Les ressemblances, je trouve que les femmes dans l'époque, elles souffrent beaucoup parce qu'en général, leurs mariages sont en général arrangés par leurs parents ou bien par l'intérêt politique, etc. Et puis en Chine, c'est la même chose. Même avant le mariage, la femme, elle ne connaît pas du tout le mari. Ça, c'est la ressemblance. Et puis pour les différences, dans le corpus français, il s'agit toujours d'un milieu aristocratique. Ça veut dire, dans les lettres Marie de France, il s'agit toujours des dames mal mariées et puis des chevaliers. Et puis il s'agit, leurs maris sont des rois ou bien des seigneurs. Et puis dans les contes de Perrault, il s'agit toujours des princes, des princesses. Il a commencé à introduire ces personnages plutôt populaires, des bergères et puis la villageoise comme le petit chaperon rouge. Mais dans le corpus chinois, il s'agit toujours des lettrés confucéens. En général, ils sont très pauvres. Donc c'est difficile pour eux de trouver une épouse. Et puis pour les personnages féminins, ils sont plutôt paysannes, villageoises. Donc c'est plutôt dans un milieu populaire. Et puis ces personnages féminins, elles ont des caractéristiques qui sont communes entre les contes chinois et les contes de Perrault,
Par exemple, dans les contes de Perrault, on dit souvent qu'elles sont très belles, etc. Oui, c'est ça. Est-ce que dans les contes chinois aussi, quelle est l'image Non. un peu de la femme qui est donnée? Dans les contes chinois, je crois que la plupart des personnages féminins, elles ne sont pas tellement belles. Sauf les fées chinoises. Les fées chinoises, elles sont très belles parce que de toute façon, elles sont fées. Donc elles sont belles. Mais pour les autres personnages féminins plutôt comme êtres humains, elles sont ordinaires. Et ça, peut-être, ça peut s'expliquer par le contexte, l'époque, vous pensez? Je crois que du côté français, c'est le désir masculin. Ils veulent que leur femme soit belle, mais du côté chinois, le confucianisme, il ne préconise pas que les femmes doivent être belles, mais elles doivent respecter leur mari, comment dire, leurs qualités morales sont plus importantes que la beauté. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais en fait, quand je fais les analyses des personnages féminins, je suis un peu déçue. Je trouve que Perrault, il est un peu misogyne pour moi, parce que c'est toujours la beauté de la femme qui leur donne l'amour du prince. En fait, je m'en doute si c'est vraiment l'amour. Il existe vraiment l'amour dans les contes de Perrault. Maintenant, je travaille sur les thèmes. Peut-être je vais trouver une réponse dans ces analyses. Vous pensez donc que l'amour des contes de Perrault est un peu superficiel, un peu Oui, c'est ça. seulement sur l'apparence physique? Oui, je sais que certains chercheurs français, ils trouvent que c'est une ironie de Perrault. En fait, ce qu'on lit, c'est pas la vraie intention de Perrault peut-être. On doit les lire d'une autre façon, d'un autre point de vue. Mais si je lis les textes, c'est un peu misogyne. Vous, qui êtes de langue maternelle chinoise, qui avez sûrement lu des contes chinois avant les contes français, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand vous avez lu ces contes, qui vous ont un peu dépaysé? Peut-être est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous connaissez la fin du Petit Chaperon Rouge? Elles se font les deux manger par le loup, je crois. Hein. Oui. C'est ça, hein, la Et grand-mère. puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient la sauver? Alors, dans mon souvenir, non, je crois pas. Oh. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que, en fait, quand j'ai lu en Chine Le Petit Chaperon Rouge, c'était la version des frères Grimm. Ce n'est pas la version de Charles Perrault. Donc, après que la fille est dévorée par le loup, il y a un chasseur, je crois, c'est un chasseur qui vient la sauver. Mais dans le conte de Perrault, la fin est tragique. La fille a été dévorée par le loup et c'est tout. Donc ça m'a donné une grande surprise. Ah oui. Comment est la fin, du coup, dans la version chinoise? Dans la version chinoise, il s'agit en fait un frère et une sœur. Les deux enfants, ils vont rendre visite à leur grand-mère et puis en chemin, ils rencontrent la grand-mère tigre en fait. Et puis à la fin du conte, le frère, il est mangé par le tigre, mais la sœur, il est sauvé par un bûcheron. Donc il y a quand même une fin positive pour la fille, mais pas pour le garçon. Hein. Non, parce que dans le conte, c'est écrit que ce garçon-là, il est plus gros. Donc je crois que c'est un bon choix pour le tigre si on veut prendre comme la nourriture. Ah bah oui. C'est stratégique. Merci Miao Hua d'avoir accepté de présenter votre thèse en littérature comparée dédiée aux contes français et chinois. Je rappelle que vous êtes doctorante à la faculté des lettres de l'UNIL. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Depuis cet entretien, Miao Hua a évolué dans sa réflexion. Selon elle, Charles Perrault ne ferait pas preuve lui-même de misogynie telle qu'on l'entend aujourd'hui. En fait, il dévoilerait plutôt celle de son époque.